Bonjour à tous. Oui, moi j'ai un peu le rôle d'entrepreneur de bâtiment, un petit peu de mauvaise foi, de temps en temps ça arrive, un petit peu, qui a tendance à pleurer un petit peu, à se plaindre. Alors on a vu les scientifiques qui ont analysé le problème de la qualité de l'air intérieur. On a dit que c'était anxiogène, je vais y revenir, mais c'est vrai. On a vu l'architecte qui a bien travaillé sur son projet, qui a même défini la couche d'étanchéité à l'air. On peut le féliciter parce que ce n'est pas encore une pratique répandue à 100%. Et puis on a même l'agence qualité construction qui analyse le phénomène. Il y a le bureau d'études thermiques aussi qui est intervenu. Et maintenant, nous, on arrive sur le chantier avec notre poche à clous et nos matériaux. Et comment on fait? Comment on y va maintenant sur cette qualité de l'air intérieur? Non pas pour amener quelque chose, mais pour éviter d'enlever cette qualité de l'air intérieur en amenant éventuellement des polluants. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Comme on l'a dit tout à l'heure, la qualité de l'air intérieur, ça se prépare, ça ne s'improvise pas sur le chantier. Et ça commence, en fait, la réussite du projet, elle commence finalement dès la phase commerciale, avant qu'on ait signé un marché ou quoi que ce soit pour redémarrer les travaux. Quand on est en dialogue avec notre maître d'ouvrage, notre client, c'est une question qui arrive de plus en plus souvent sur la table. Donc soit parce que le maître d'ouvrage est averti, un petit peu instruit, mais en général pas complètement, et il nous pose des questions, il nous met un peu à l'épreuve, ou soit nous qui sommes un peu aussi sensibles au sujet, on va en parler parce que c'est important. C'est vrai que nous, aujourd'hui, c'est vraiment un atout dans l'entreprise de pouvoir aborder ce sujet-là, puisque ça démontre la valeur technique de l'entreprise, ça montre qu'on est conscient des conséquences bénéfiques ou moins bénéfiques de nos travaux. C'est aussi un atout, un positionnement éthique finalement, parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore soumis à des normes, donc ça va le devenir, mais ça montre qu'on essaie de prendre en compte tout ce qui peut arriver dans le futur. Alors, en phase commerciale aussi, il faut qu'on fasse attention à adapter notre discours en fonction de la personne qui on est en face. Je dis qu'il y a des gens qui sont plus ou moins instruits et on va avoir deux façons de voir les choses. Si on a un client qui est plutôt pas instruit, qui va découvrir finalement la problématique de la qualité de l'air intérieur avec nous, avec ce qu'on va lui dire, il faut qu'on fasse attention justement de ne pas être trop anxiogène. Président Vanel parlait tout à l'heure qu'on était encore beaucoup dans nos entreprises obnubilés par l'obtention des marchés. Donc il faut qu'on continue à motiver, à stimuler l'acte de construire. Donc il ne faut surtout pas freiner les gens en leur faisant trop peur. Néanmoins, il faut quand même les informer. Mais il faut doser le discours, l'étaler un peu dans le temps pour pas qu'il soit trop brutal. Et puis surtout, il faut éviter de culpabiliser par exemple les fumeurs. Parce qu'un fumeur, ça peut aussi être un client. Des petites choses comme ça. Et à l'inverse, on a aussi affaire à des maîtres d'ouvrage qui sont très avertis sur la question de l'air intérieur, qui sont très sensibles, qui ont vraiment envie d'avoir un air sain dans leur future maison, dans leur futur bâtiment, mais qui ne sont pas toujours bien au courant des règles de construction. Et c'est là qu'il faut un petit peu les faire ramener les pieds sur terre, revenir un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va leur rappeler qu'il faut travailler que des techniques qui ont déjà été éprouvées, qui sont soit sanctionnées par des règles de l'art, soit de traditionnalité, par des TU, des avis techniques ou autres, suivant les différents matériaux. Il y a beaucoup d'innovations actuellement dans la construction, mais qu'il faut quand même attendre que les techniques innovantes aient quand même été validées par les organismes dont c'est le métier. Tout ça pour avoir toujours, être sûr que derrière, il y a une garantie décennale qui soit réelle auprès des clients. Et donc voilà, si on a une maison qui est saine, c'est bien, mais si elle s'écroule avant 10 ans parce que les matériaux, tout sains qu'ils soient, s'effritent, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant. Donc voilà un petit peu sur la partie commerciale. Alors derrière, quand on a le chantier, on va devoir l'approvisionner en matériaux. Et ça, donc, il y a deux choses à voir. Il y a comment composer aussi avec les pièces marché. On a des fois même souvent sur certains types de marchés, des descriptifs, des CCTP qui sont établis bien en amont et qui nous décrivent les matériaux qu'on doit mettre en œuvre, avec aussi des fois des exigences sur la qualité de l'air intérieur. Et des fois, il peut y avoir des incohérences entre certaines prescriptions. Donc là, il faut vraiment que nous, on
soit vigilant sur notre devoir de conseil en entreprise et qu'on signale ce type d'incohérence pour qu'il n'y ait pas de quiproquo et qu'on trouve éventuellement la bonne solution au problème. Et il faut aussi qu'on organise ce qu'on appelle la supply chain. Donc c'est évidemment la gestion des flux de matière avant que ça arrive sur le chantier. Donc là, on a besoin, nous, de connaître bien nos fournisseurs, c'est-à-dire de savoir comment ils vont stocker les matériaux, qu'est-ce qu'ils ont comme niveau de stock de matériaux, parce qu'on sait que sur un chantier, il y a toujours des impondérables, des petites erreurs de quantité qui ont pu être faites, ou des matériaux qui sont volés ou qui sont dégradés pendant le cours du chantier, qu'on va avoir besoin de réapprovisionner. Donc il faut qu'on sache aussi si le fournisseur chez qui on a commandé tel matériau, quelle capacité il a à nous réapprovisionner rapidement derrière son niveau de stock. Est-ce qu'il va commander le matériau, lui, à une centrale d'achat, ou il va l'importer si c'est un produit étranger spécialement pour nous, et ce qui fait qu'on va devoir le réassortir sous 8 semaines de délai. Des fois, ça peut être très problématique. Donc on a besoin, nous, d'auditer finalement nos fournisseurs sur les stocks qu'ils peuvent avoir et aussi sur leur niveau de connaissance, parce qu'eux aussi peuvent nous apporter des conseils dans le domaine. C'était pour la partie matérielle. Maintenant, c'est la partie humaine du travail. Sur les chantiers, il y a encore des ouvriers, beaucoup même. Hein, c'est beaucoup la main de l'homme qui met en œuvre les matériaux dans les bâtiments. Et la main de l'homme, elle est liée à un cerveau, donc il faut que la personne qui travaille soit bien consciente de la problématique aussi pour ne pas commettre d'erreurs et savoir comprendre ce qu'elle fait et les conséquences que peuvent avoir certains actes. Donc là, il y a évidemment la formation qui est importante là-dessus, la formation initiale, la formation continue, faire comprendre les enjeux de la qualité de l'air intérieur, savoir comment repérer sur les produits, voilà, par exemple les labels A+ sur la qualité des matériaux, et puis certaines autres pratiques sur lesquelles je reverrai. Donc la formation, très important, la sensibilisation, et tout en faisant attention de ne pas, dans notre cas, céder à la facilité de s'installer un petit peu un ras-le-bol banalisé qui peut arriver sur tout ce qui est nouvelles normes qu'on est amené à rencontrer dans le bâtiment depuis 10-15 ans. Il faut savoir que nos équipes, on leur a fait intégrer pas mal de concepts plutôt abstraits ces dernières années. Donc il y avait déjà auparavant pour nous, dans les métiers de la charpente, notamment tout ce qui est structure, les calculs de résistance des matériaux, de mécanique, de statique, c'est assez abstrait. On leur a inculqué la thermique aussi, les questions d'étanchéité à l'air, des concepts comme la perspirance qui donne lieu à certains débats encore. Je n'aurai pas le temps d'y revenir là-dessus. On a l'acoustique, etc. On a l'électromagnétisme aussi. On a beaucoup de choses qui viennent. Donc tout ça, c'est important dans le management interne de bien faire passer ces messages-là, essayer, avec l'aide des formateurs, de faire surtout comprendre les concepts. Voilà. Une fois qu'une personne a compris les grands principes de physique et de chimie, elle va pouvoir anticiper les conséquences de ces actes. Donc les bonnes pratiques sur les chantiers, je vais rejoindre un petit peu ce que nous a exposé Marie-Angèle précédemment avec voilà, une petite nuance sur la construction bois, mais ça je prêche pour ma paroisse. Éviter les stockages temporaires en milieu extérieur humide. Hein. Surtout, des fois on voit que déjà dans l'usine qui peut fabriquer les isolants, ils n'ont pas toujours été stockés à l'abri. Donc il faut savoir que sur ces types de stockage d'isolants en ballot filmé, on a un film plastique qui entoure l'isolant, mais qui n'est pas un bâchage 100% étanche et qui a l'inconvénient éventuel justement de retenir l'eau qui a pu pénétrer derrière l'emballage. Ce qui fait que nous, derrière, on peut inconsciemment installer des isolants dans lesquels on va avoir des possibilités de développement de moisissures ou de champignons, mais c'est encore invisible au moment où on va les mettre en œuvre. Donc on va stocker plutôt sous abri, et puis voilà, on voit que c'est valable pour des isolants naturels comme la paille ou la fibre de bois, mais aussi pour la laine de verre.
Une rigueur accrue sur les nettoyages en cours de chantier. Donc ça, tous les architectes présents vont pouvoir me taper sur les doigts. On se fait souvent taper sur les doigts là-dessus, mais il va falloir encore qu'on en mette un coup. Par exemple, derrière, quand on va fermer des caissons de cloison, nettoyer dans l'épaisseur de la structure entre les deux pots, ou derrière une porte à galandage, une porte qui coulisse en cloison. Quand on l'ouvre, si on ramène un tas de poussière, c'est qu'on n'a pas été très bon non plus. Et moi, par contre, je vais développer, pour moi, préassembler et préfinir au maximum en atelier ou en usine. Ça fait partie des clés du succès, parce qu'à condition de bien emballer ici, par exemple, des façades ossature bois, on va intégrer le pare-pluie et le pare-vapeur dès l'atelier avec l'isolation. On va mettre nos parois elles-mêmes hors d'eau en œuvre tout de suite, ce qui va nous permettre de mettre le bâtiment hors d'eau très rapidement. Et en réno aussi, faire très attention aux conséquences de nos actes. Par exemple, quand on va remplacer une porte d'entrée sur une maison, on va peut-être pas remplacer la chatière qu'il y avait avant, mais du coup, on va supprimer une entrée d'air aussi. On va peut-être bloquer la ventilation. Et le dératèlement des portes aussi, dont parlait Madame Dioux, c'est pareil. Souvent, on nous demande de ne pas trop couper sous les portes parce que ça laisse passer du bruit, mais ça peut aussi aider à confiner les pièces, ce qui n'est pas bon. Donc voilà, au final, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce qui va faire la réussite pour nous d'un chantier en termes de qualité d'air intérieur, c'est la même chose que ce qui va faire sa réussite sur tous les autres plans, c'est-à-dire sur le plan de la sécurité, sur les plans financiers, sur le plan commercial, de la satisfaction client. Ce qui fait la réussite d'un chantier en qualité d'air intérieur, c'est qu'on va être bien préparé et bien communiqué à tout niveau, depuis la partie commerciale jusqu'à l'exécution sur chantier. Voilà, je n'ai pas fait le petit mot, merci. Je vous remercie. Merci Fabien.